Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage de notre module pédagogique dédié à l'excellence professionnelle. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une compétence absolument fondamentale du référentiel du CAP peintre applicateur de revêtement, la réalisation des travaux de peinture. L'idée ici, c'est vraiment de décortiquer, avec une précision technique totale, le cheminement d'une intervention réussie. De l'analyse du support jusqu'au tri final des déchets, on va voir que chaque geste compte. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Au programme de cette progression logique, on a 6 grandes étapes. L'introduction et la préparation du chantier, les impératifs de sécurité, les travaux préparatoires, les fameuses techniques d'application, puis l'autocontrôle des finitions et enfin la gestion éco-responsable des déchets. Section 1. Introduction et préparation. Ou comment maîtriser son environnement de travail. Parce qu'avant même de penser à ouvrir le moindre pot de peinture, s'approprier l'espace, c'est vraiment la fondation de tout. Et honnêtement, le contraste entre un vrai professionnel et un amateur saute aux yeux tout de suite. Le référentiel du CAP est intransigeant là-dessus. La qualité de ce qu'on va produire repose entièrement sur cette préparation. D'un côté, on a un environnement préparé, propre, qui garantit l'hygiène et préserve totalement les surfaces de toute souillure. De l'autre, un chantier négligé. Et là, c'est le scénario catastrophe. Les risques de chute augmentent, on risque des contaminations et surtout on s'expose à une non-conformité totale avec les documents particuliers du marché. Bref, cette rigueur initiale, c'est vraiment la marque de fabrique d'un artisan qualifié. On passe à la section 2, sécurité et risque. Protéger l'artisan et l'espace. Voyons comment cette préparation s'étend à la sécurité physique, un enjeu quotidien. Et là, on touche à un point absolument vital, la prévention. En s'appuyant sur les fiches professionnelles FAST, on identifie très clairement les risques. Ça va de l'inhalation de solvant au risque de chute, depuis un échafaudage ou une PIRL, la fameuse plateforme individuelle roulante légère. Du coup, porter ces équipements de protection individuelle, les EPI, ce n'est pas juste une recommandation en l'air, c'est une obligation stricte. Que ce soit un masque pour les voies respiratoires lors de phases solvantées ou des gants pour manipuler un décapeur thermique, la sécurité, ça passe toujours en premier. D'ailleurs, c'est fascinant de voir à quel point les normes sanitaires évoluent. Regardez cette citation de l'OPBTP. Elle nous rappelle que le risque chimique est une réalité mouvante. L'abaissement drastique des valeurs limites d'exposition au plomb prévu pour avril 2026, ça change la donne. Ça veut dire que sur un chantier de rénovation où le plomb se cache souvent dans d'anciennes peintures ou vernis, l'évaluation préalable est plus cruciale que jamais. Rester à jour sur ces normes, c'est vraiment au cœur de l'expertise métier. Section 3. Travaux préparatoires et après. La clé d'un subjectile parfait. Une fois le chantier sécurisé, on attaque enfin le support. Et se repose sur une logique implacable. La qualité de la finition dépend directement du soin apporté ici. La chronologie, on ne la change pas. 1. Le lessivage, pour dégraisser et nettoyer à fond. 2. L'égrainage, histoire de faire sauter toutes les petites imperfections. Et 3. Le ponçage, pour obtenir un lissage minutieux. Sans cette sainte trinité, vous pouvez avoir la peinture la plus chère du monde, elle n'adhérera pas ou fera ressortir chaque petit défaut. C'est le moment où l'artisan crée sa toile vierge. Tiens, parlons d'un outil qui paye pas de mine, mais qui est absolument fondamental, la cale à poncer. C'est grâce à elle qu'on vient régulariser mécaniquement le subjectile. Elle garantit cette accroche, cette adhérence parfaite dans les primaires d'impression au besoin. En fait, c'est vraiment le prolongement direct de la main et ça demande une vraie précision gestuelle. Ce qui nous amène à la section 4, technique d'application, maîtrise des phases et de l'outillage. Le subjectile est prêt, c'est l'heure de la mise en œuvre. Concrètement, le référentiel sépare les produits en 2 grandes familles chimiques. D'un côté, on a la phase aqueuse, donc à base d'eau. Ça s'applique au rouleau ou à la brosse, et ça demande une sacrée dextérité pour le réchampillage. Vous savez, ce geste ultra précis pour dégager les angles sans bavure. De l'autre côté, la phase solvant. Elle offre une tension exceptionnelle, une vraie bonne tenue, mais le prix à payer, ce sont des contraintes environnementales plus lourdes et des EPI obligatoires à cause des vapeurs. Tout l'art consiste à jongler entre ces chimies selon ce qui est prescrit. Mais attention, choisir la bonne peinture, ce n'est que la moitié du travail. Regardez ces manchons de rouleau. Un poil court ne donnera jamais le même rendu qu'un manchon texturé. Le professionnel fait son choix selon 3 critères stricts. La chimie de la peinture, l'état initial du mur et bien sûr l'aspect final que le client attend. L'outil est indissociable du produit. Et tout ça prend sens avec le bon geste. C'est presque une chorégraphie en 3 temps dictée par la documentation technique. On commence par déposer la matière. Ensuite, on égalise en croisant les passages pour bien répartir sans faire de surépaisseur. Et on termine par le lissage, généralement un passage vertical, fluide, de haut en bas, pour tendre le feuillet de peinture. C'est vraiment ça la signature visuelle d'un travail dans les règles de l'art. Allez, on passe à la section 5. Finition et autocontrôle, classification DTU 59.1 et réception. Comment on évalue le résultat final de manière objective?
Eh bien, c'est le DTU 59.1 qui fait office de juge de paix avec ses 3 niveaux. La finition C, c'est du basique. Ça colore, mais ça cache pas les défauts du mur. Ensuite, on a la finition B, c'est le standard, ce qu'on doit livrer par défaut. Ça corrige les gros défauts, en tolère juste de minuscules altérations d'épiderme. Et au sommet, la finition A, un aspect parfaitement lisse et tendu qui demande plusieurs passes d'enduit. Ça, c'est uniquement sur prescription spécifique. Avoir ça en tête, c'est s'éviter pas mal de litiges à la livraison. Mais juste avant cette fameuse réception, il y a une étape cruciale, l'autocontrôle. L'artisan vérifie son feuillage, nettoie la zone millimètre, retire tous les adhésifs et les bâches. L'objectif, mettre l'ouvrage en valeur et surtout, figer cet état d'achèvement. Comme ça, si un autre corps de métier vient faire des dégâts le lendemain, la responsabilité du peintre est couverte. C'est de l'organisation pure et dure. Dernière étape, la section 6, gestion des déchets. L'artisan éco-responsable et l'économie circulaire. Le boulot n'est pas fini quand la peinture est sèche. Il y a un acronyme clé à retenir ici, la REP DDDS, la responsabilité élargie du producteur pour les déchets diffus spécifiques. En clair, c'est ce qui permet aux professionnels de faire reprendre gratuitement en déchetterie leurs produits dangereux, ceux avec les pictogrammes de danger et même les vieux pinceaux souillés. Le tri rigoureux transforme ce qui était une grosse contrainte réglementaire en un avantage à la fois économique et écologique massif. Pour résumer, on comprend bien qu'être peintre applicateur de revêtement aujourd'hui, c'est bien plus que manier un pinceau. C'est maîtriser une chaîne technique ininterrompue, de la sécurisation du chantier à la chimie des matériaux jusqu'à la biomécanique du fameux bon geste, sans oublier l'impact écologique. C'est ça qui garantit un ouvrage durable, sécurisé et visuellement parfait. Alors on peut se poser la question, avec un tel niveau d'exigence, comment est-ce que la maîtrise de ces compétences va continuer à redéfinir les standards de qualité sur les chantiers à l'avenir? C'est une belle réflexion pour clôturer cette analyse technique. À très bientôt!